Bonjour Aquilino Morel. Bonsoir. Charles, qui est un de nos internautes, nous dit j'aimerais voir Jordan Bardella au pouvoir parce que comme ça on verrait son incompétence, finalement. Ce ne serait pas votre souhait? Mon souhait? Ouais. Non. Probablement celui de pas mal de personnes, je dirais, de la sphère politique actuelle et probablement des gens qui entourent le président, peut-être même aussi sa vision des choses. Je ne crois pas que ce soit un argument qui porte ou qui portera pour les prochaines élections législatives à venir. D'une part parce que ce procès en incompétence ou en manque de crédibilité est ancien. Il est un peu, pardonnez-moi de le dire simplement, éculé, d'autant qu'aujourd'hui les contre-performances de l'actuel gouvernement en matière économique et financière ne lui permettent pas vraiment de faire la leçon de manière catégorique à qui que ce soit, même au Rassemblement national. Est-ce que les contre-performances du gouvernement en matière économique rendent crédibles les compétences, ou en tout cas les propositions du Rassemblement national en matière économique en particulier? Non, pas du tout. Mais il faut bien mesurer les choses. Si on s'attache, ce qui est apparemment l'intention ou le souhait de votre internaute, de savoir si, effectivement, le RN peut emporter les prochaines élections législatives et si Jordan Bardella, puisqu'a priori c'est lui qui serait le chef de file de ces élections pour le RN, pourrait entrer à Matignon, il faut s'intéresser à quels sont les moteurs politiques de la poussée du RN. Le RN n'a jamais gagé sa démarche sur « nous sommes particulièrement compétents en termes économiques et financiers, nous sommes peuplés d'inspecteurs des finances ou d'anciens banquiers d'affaires ou de hauts fonctionnaires ». Pas du tout. Chacun sait que leurs moyens humains de ce point de vue-là sont faibles. Mais en revanche, ils bénéficient de moteurs politiques qui sont considérables, qui sont d'abord la poussée de l'immigration qui est manifeste quotidiennement et dont les Français ont le sentiment, et parfois plus que le sentiment, font le constat qu'elle n'est pas maîtrisée. Comme l'avait dit quelqu'un qui n'est pas du RN, très clairement, qui est Édouard Philippe, c'est l'immigration du fait accompli. Donc on vous dit, c'est comme ça et pas autrement, on n'y peut rien en réalité. Et c'est de surcroît cette théorisation de l'impuissance, c'est-à-dire on ne peut rien contre ces phénomènes, on ne peut rien contre l'immigration, on ne peut rien contre le déclassement économique, la pauvreté qui s'étend, le revenu des agriculteurs qui s'effondre, la désindustrialisation. Alors, mais votez quand même pour nous. Au bout de 40 ans, c'est terminé. Et Aquilino Morel, pardon de rappeler pour vous des mauvais souvenirs, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'assentiment d'avoir vécu ce dimanche soir, est-ce que vous avez vécu un certain 21 avril 2002, finalement, une partie des Français qui disent « mais nous, on ne veut pas de ça, on ne veut pas mourir ». Je ne peux pas répondre oui à votre question pour une raison très simple. Et c'est d'ailleurs un facteur qui donne encore plus de force au résultat. C'est que autant le 21 avril 2002, l'élimination de Lionel Jospin du second tour a été une surprise, un coup de tonnerre pour reprendre son expression, et personne ne s'y attendait. Là, ce qui est frappant dans la victoire du RN et de Bardella, c'est qu'elle a été annoncée, répétée par l'IFOP qu'on vient de par tous les instituts de sondage, jour après jour dans le cas de l'IFOP, dans leur rolling, semaine par semaine par tous les instituts de sondage, pour un résultat qui, au final, est bien celui qu'on a enregistré. Donc ça n'a en rien une surprise. Je sais que c'est votre crainte, puisque vous en avez fait un livre qui est passionnant, très très bien écrit, et qu'on recommande à la lecture, notamment pour le plaisir de la lecture. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen et le RN ont des chances de remporter la majorité absolue aux prochaines législatives? Je pense que c'est possible. La majorité absolue ou la majorité relative. Je vous rappelle que le président actuel... C'est pas pareil, ceci dit. Ce n'est pas pareil, mais le président actuel n'a qu'une majorité relative. Il n'a d'ailleurs pas forcément tiré les conclusions de ce constat en 2022, et c'est peut-être une explication. Quelle conclusion il aurait dû tirer? Il aurait dû trouver, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de gens s'accordent sur ce point, trouver une alliance stable, et a priori plutôt avec le groupe Les Républicains, parce que c'était de ce côté-là. Mais les Républicains n'en voulaient pas. En 2022, je pense que si on leur avait proposé clairement les choses en main, ils auraient peut-être accepté. En tout cas, le président aurait pu se prévaloir de cela. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il est dans la situation que nous connaissons. Le RN peut avoir une majorité relative ou même une majorité absolue, parce que ce qui est clair, ce qui apparaît clairement des élections législatives de 2022, c'est que le Front républicain est fissuré. Alors, justement, là, les choses ont changé depuis ce dimanche soir. Vous n'êtes pas étonné par le score
que le Rassemblement national a obtenue. Est-ce que vous avez été étonné par la décision d'Emmanuel Macron? Oui, ça a été une surprise, je crois, à peu près pour tout le monde. Mmh. Non pas que cette possibilité n'ait pas été mise sur la table. On voyait bien que le président avait... Une majorité de Français était favorable d'ailleurs à une Voilà, dissolution. oui, on voyait bien qu'il n'avait pas non plus 50 possibilités. Il aurait pu jouer le statu quo, il aurait pu démissionner, ce qui aurait été une décision encore plus fracassante. Il aurait pu essayer de survivre à ce très mauvais résultat, je dirais en naviguant à vue, en changeant éventuellement le Premier ministre, mais en restant avec la même configuration politique, ou bien alors décider de dissoudre. Il a fait ce choix, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la fois, ce choix peut paraître tout à fait logique en termes politiques et électoraux, mais néanmoins qu'il a été une véritable surprise pour tout le monde. Y compris dans le camp du président, si j'ai bien compris. Et selon nos informations aussi, quelle est votre analyse des résultats? L'analyse des résultats, vous avez donc une très forte poussée historique, sans précédent, du Rassemblement national, d'autant que si on y ajoute les 5,4 points que Reconquête a atteint, plus, il ne faut pas les oublier, le petit point, le petit pourcent de François Asselineau et le 1% également de Philippot, vous arrivez quand même à un total de 38,85 selon mes calculs, ce sont ceux du ministre de l'Intérieur, donc c'est un total très élevé. Vous avez un écroulement du bloc central, donc du parti macroniste, un écroulement. Il perd pratiquement 10 points, 9 points. 22 et quelques, 14,4, enfin 8 points, on va dire. C'est un véritable écroulement. Et vous avez une gauche qui reste stationnaire. Le total des voix de gauche en 2019, c'était 31,74. Aujourd'hui, c'est 31,72. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Donc on a pris des voix des Verts, qui avaient fait 13,48, un très bon résultat pour eux en 2019, pour les donner à Raphaël Glucksmann, qui fait 14. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un jeu à somme nulle. Vous n'avez aucune progression, et vous avez donc un camp de la gauche qui reste statique, et qui, de surcroît, bien entendu, on en parlera peut-être, est profondément divisé sur des questions qui sont aujourd'hui déterminantes. Oui, c'est la question, justement, une des questions qui se pose. Est-ce que la réponse de la gauche est à la hauteur de l'enjeu? Alors, à l'heure où on se parle, on ne sait pas justement ce que compte faire la gauche. Est-ce qu'elle compte aller unie ou non à cette élection législative? D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait que la gauche refasse la NUPES pour ces élections? La NUPES, c'était une solution de très court terme. C'était une solution tactique qui permettait, et d'ailleurs ça a fonctionné, d'obtenir quand même 142 sièges. Donc, et a permis au Parti socialiste de ne pas disparaître, ce qui probablement aurait été le cas s'il était allé à la bataille seul, sans l'ombre portée de Jean-Luc Mélenchon et de LFI. Mais aujourd'hui, cette solution, qui était une solution, encore une fois, purement tactique et un peu improvisée, ou en tout cas négociée, et ça a pris du temps comme négociation. Aujourd'hui, on est dans des élections qui auront lieu dans 3 semaines. Donc il va falloir s'entendre très vite sur un socle minimal, et ce sera un socle réellement minimal, puisqu'on a bien vu dès hier soir, par leurs déclarations tout à fait nettes et presque tonitruantes, que ce soit celle de Glucksmann ou celle de Mélenchon, qu'il y avait bien des points sur lesquels non seulement ils étaient en désaccord profond, mais qu'ils cherchaient même, en fait, à valoriser ces désaccords, l'un et l'autre. Donc, comment s'entendre dans ces conditions, si c'est en disant on ne parlera pas de l'Europe, on ne parlera pas de l'Ukraine, on ne parlera pas du conflit israélo-palestinien. Donc en fait, on va parler de quoi? De dire qu'il faut battre le Rassemblement national? Oui, c'est un argument quand même politiquement faible aujourd'hui. Et est-ce que cette union de la gauche ne peut pas avoir l'inverse de l'effet escompté, ne peut pas avoir l'effet qu'on a vu en 2022, c'est-à-dire de renforcer, par exemple, le Rassemblement national, qui craignait, et toute une partie de l'électorat de droite, un petit peu plus modéré, qui voyait plus d'inconvénients à voir Mélenchon fort que Marine Le Pen forte. Non, ça pourrait, à mon avis, aider éventuellement plutôt les Républicains. C'est-à-dire qu'il y a un électorat de droite qui jusque-là votait pour Renaissance et Emmanuel Macron, qui peut très bien décider de retourner au bercail de la droite républicaine classique, en se disant on ne veut pas voter pour le RN, on en a assez du macronisme, que l'on estime aujourd'hui terminé, beaucoup de gens raisonnent de cette façon, et en même temps, pour reprendre votre argument, on est effrayé par une gauche qui serait encore sous la domination de LFI. Parce que
Et il y a un résultat qui est assez peu commenté, c'est quand même que LFI a progressé de 3 points. Ils sont passés de 6,1 à 9, quelques, donc 3 points. Alors que le score de M. Glucksmann, qui est apparu à beaucoup de gens comme étant un doublement de ses voix, c'est pas un doublement de ses voix, parce que en 2019, la liste de M. Glucksmann a fait 6,1, mais il avait sur son flanc gauche la liste de Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle, qui a fait 3,67. Donc ensemble, il faisait 10. Le bloc socialiste et apparental. Il fait plus. Il fait plus, mais c'est pas un doublement des voix. De 14. Donc en fait, la progression de LFI est comparable à celle du bloc socialiste. Donc en fait, vous avez des gens qui vont être en rivalité. Donc ça veut dire qu'une partie de l'électorat de Benoît Hamon s'est répartie finalement entre l'électorat de Benoît Hamon, plus exactement, s'est réparti entre Manon Aubry et Raphaël Glucksmann. Oui, et puis il y a eu probablement un phénomène de vase communicant des Verts, qui ont quand même chuté de presque 8 points, presque 48, 5, 8 points. Et donc ces voix-là, elles sont allées se répartir sur la gauche. Est-ce que vous avez connu la situation justement d'une dissolution surprise avec une victoire surprise? C'était en 1997. Vous étiez conseiller de Lionel Jospin. Qu'est-ce que pense un opposant qui va gagner? Un opposant qui pense qu'il va gagner est un peu présomptueux. Il peut penser qu'il a de bonnes chances de gagner. Et dans ces cas-là, la seule chose qu'il peut faire, c'est mettre en œuvre tous les moyens pour l'emporter. Tous les moyens. Je me rappelle très bien. Vous aviez été pris un peu de court en 1997 ? Pas tout à fait. Parce que, faites appel à mes souvenirs, qui sont en l'occurrence plutôt des bons souvenirs. Pas tout à fait parce que, rappelez-vous, contrairement à cette fois-ci où le secret était parfaitement préservé et l'annonce d'Emmanuel Macron, du président de la République. Il y a des rumeurs de dissolution. Ah, il y en a eu pendant toute la semaine. Et il y avait même le dimanche un 7 sur 7 l'émission d'Anne Sinclair, à laquelle Lionel Jospin était invité depuis longue date. Et donc il a pu même, le dimanche, la veille de l'annonce par Jacques Chirac de la dissolution, déjà précommenter cette dissolution. Donc en fait, et par ailleurs, le Parti Socialiste venait de terminer 3 conventions thématiques très importantes qui faisaient que son programme était arrêté, ses candidats étaient pratiquement investis, et que donc il y a eu une surprise, oui, une forme d'incrédulité, un peu comme hier soir, oui, parce qu'on ne voyait pas très bien non plus pourquoi le président Chirac décidait de dissoudre l'Assemblée alors qu'il avait une majorité confortable et que l'élection n'était que dans un an. Mais après, pour le reste, eh bien, il a fallu se mettre en route immédiatement et mener une campagne extrêmement puissante. Donc aujourd'hui, on est dans un scénario qui est beaucoup plus ramassé. Une vraie surprise. Je reviens... La situation a bien changé depuis 1997. La gauche, de votre point de vue, elle doit s'allier autour de Mélenchon ou autour de Glucksmann? Non, la gauche, elle doit... Enfin, de mon point de vue, c'est un travail titanesque. Je la crois incapable d'accomplir, et a fortiori dans un délai si court. Elle doit revenir à ses fondamentaux. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi des millions d'électeurs, des millions, des classes populaires, ouvriers, employés, infirmières, caristes, qu'est-ce que vous voulez, ont voté et votent. Elle a fui ce constat. Il y a eu quand même le think tank mais si elle n'est pas capable de faire ce constat, c'est pour ça, si elle reste aveugle... Glucksmann et Mélenchon sont d'accord sur ce point. Eh bien, ils continueront à perdre. Il n'y a pas de possibilité pour la gauche de retrouver, je ne parle même pas de la confiance, mais simplement l'écoute des citoyens français, si ce travail d'introspection, si cet examen de conscience n'est pas réalisé. Si, comme vous le dites, la gauche n'en prend pas le chemin, eh bien, elle continuera à rester marginalisée et cantonnée dans l'opposition. Beaucoup de gens de gauche ont voté pour le RN. Est-ce que la gauche que vous soutenez n'est pas dans un RN qui promet de revenir sur la réforme des retraites? Je ne crois pas que le RN souhaite revenir sur la réforme. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont dit ces dernières heures, c'est qu'ils voulaient revenir sur la réforme. Ah oui, vous voulez dire sur la réforme de M. Oui, bien sûr, mais enfin, on comprend bien pourquoi. Si vous avez un électorat populaire massif parmi vos électeurs, donc qui vient de la gauche pour beaucoup. Qui vient de la gauche, il suffit de regarder la répartition du vote. Les grandes zones de vote socialistes et communistes votent depuis déjà 20 ans pour le RN. Et là, c'est un triomphe écrasant, nous rappelle Jérôme Fourquet. Oui, bien sûr, mais je le dis parce que c'est la vérité. Si vous regardez le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui est le berceau du socialisme, il vote pour Marine Le Pen à 60% en 2022. Si vous prenez la circonscription de François Mitterrand, la 2e de la Nièvre, qui fut la sienne, elle a voté pour Marine Le Pen en 2022. Carmaux, la patrie de Jean Jaurès, a voté pour Marine Le Pen en 2022. L'Aude, le bastion électoral de Léon Blum, a voté pour Marine Le Pen en 2022. Donc,
c'est le constat de départ. Donc si la gauche est effectivement incapable, la gauche des partis, le PS, LFI, les écologistes, etc., est incapable de faire ce travail, cet examen de conscience et d'essayer de comprendre pourquoi ces électeurs nous ont quittés. En l'occurrence, ils nous ont quittés parce que nous-mêmes leur avons tourné le dos. Nous avons les laissés tomber sur le bord du chemin. Ça a été théorisé. Oui, ça a été théorisé, mais on a vu le résultat. Bon. Donc si ce travail n'est pas fait, eh bien la gauche continuera à être fracturée, minoritaire et marginalisée politiquement. Merci beaucoup, Aquilino Morel. Je rappelle votre dernier livre, La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, c'est chez Grasset. C'est un livre absolument passionnant et, encore une fois, je le répète, un vrai plaisir de lecture. Merci.